Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir si nombreux pour ce webinaire organisé par la commission Supply Chain, Transport et Logistique de l'AFGE. Quelques mots d'introduction. Je suis Agnieszka Skulska-Brunel. Je pilote la commission Supply Chain de l'AFGE. Et dans la vie de tous les jours, je suis responsable juridique de DHL. Nous avons souhaité consacrer cette session à un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, parfois beaucoup de fantasmes aussi, mais surtout énormément d'opportunités concrètes, le cas d'usage juridique et opérationnel de l'IA de la supply chain. L'idée aujourd'hui est de sortir des discours théoriques et d'aller sur le terrain, parler de ce qui fonctionne réellement, montrer comment, très concrètement, juristes et opérationnels logistiques peuvent travailler ensemble avec l'IA pour gagner en efficacité et en qualité d'analyse. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Amel Reshid, qui est cofondatrice et la directrice générale de Your Legal Angel, et qui connaît parfaitement nos enjeux pour avoir été responsable juridique et experte au sein de la commission Supply Chain. Et Virginie Soulière, qui est directrice transport chez Jules. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essayera d'y répondre au fil de l'eau ou sinon à la fin de la session. La présentation vous sera envoyée par email à l'issue de ce webinaire. Et quelques mots d'introduction aussi sur l'association des juristes française des juristes d'entreprise et la commission Supply Chain. Donc, l'AFGE est la première organisation professionnelle des juristes d'entreprise en France. Elle a été créée en 1969 et ressemble aujourd'hui presque 8000 membres. Sa mission est de fédérer les juristes d'entreprise, de valoriser le rôle stratégique des juristes d'entreprise au sein des organisations et des entreprises et d'accompagner les juristes d'entreprise dans leur transformation. L'AFG constitue un lien d'échange, d'éveil et de l'innovation juridique. Elle permet aux juristes de partager leurs pratiques, d'anticiper les évolutions réglementaires et de faire évoluer la fonction juridique au sein de nos entreprises. Au sein de l'AFGE, il y a la commission Supply Chain, Transport et Logistique. La commission offre un espace d'échange entre juristes, mais aussi des experts métiers avec l'objectif de croiser les expertises et de confronter le droit aux réalités du terrain. Les travaux de la commission portent notamment sur les différents intervenants de la supply chain, leurs responsabilités, leurs missions, ainsi que sur les différents types de contrats, partant de contrats logistiques, par les contrats de transport, mais aussi des contrats sui generis. Ainsi qu'on traite également des enjeux de conformité et des problématiques RSE qui sont incontournables dans la supply chain. La commission organise également des ateliers et des webinaires directement liés à ces sujets. N'hésitez pas à rejoindre la commission ou à nous suggérer des thèmes que vous voudriez voir abordés. Je laisse maintenant Amel et Virginie se présenter également. Merci beaucoup Agnieszka, ça fait vraiment très chaud au cœur de pouvoir intervenir dans le cadre de cette séquence avec Virginie. Donc du coup, moi c'est Amel, je fais partie de Your Legal Angel. Effectivement, j'ai été responsable juridique chez Leroy Merlin. C'est là que j'ai rencontré Virginie. On a été binômes et on a travaillé 8 ans, entre 7 et 8 ans ensemble chez Leroy Merlin à l'époque sur les thématiques autour du transport. Et à l'époque, on n'était pas encore sur les sujets IA, mais on était sur les sujets de contractualisation, notamment de CLM, pour ceux qui voient à peu près de quoi on parle. Et donc, 10 ans d'expérience en entreprise, j'ai un parcours aussi de LegalOps. Donc, l'idée, c'était vraiment de venir accompagner l'optimisation de la fonction juridique
au sens large, que ce soit par la digitalisation ou des process. Et donc, ça fait très plaisir d'être là dans cette séquence pour parler très pratique, retour terrain de ce qui aujourd'hui est utile autour de l'IA pour les fonctions juridiques et aussi supply chain. Et donc, Virginie, je te laisse te présenter. Merci. Bonjour à tous, donc moi c'est Virginie, donc je suis maintenant depuis 1 an et demi le directeur transport du groupe Jules, donc retail spécialisé dans la mode masculine. Donc j'ai en charge les périmètres amont, grand import, la douane qui est intégrée chez Jules, la distribution aval et le flux aussi e-commerce. Donc effectivement, comme l'a dit Amel, on était partenaire et déjà duo chez Leroy Merlin, puisque là, chez Leroy, j'étais en charge du coup de la direction transport sur le flux B2C et de la digitalisation aussi des flux transport et de l'expérience client et de nos transporteurs. Donc, pas mal de sujets à vous partager, en tout cas sur notre collaboration, le avant IA et maintenant avec l'IA, ce qui a changé et ce qui peut être effectivement très intéressant de creuser ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Virginie, on s'est connus au niveau de Leroy Merlin, mais on s'est pas suivi à la fin sur l'impact de l'IA. Et donc, dans le cadre de la préparation de ce webinaire, on a un peu rebattu les cartes d'aujourd'hui, comment notre métier évolue, comment on utilise aussi l'IA dans notre quotidien, tant en tant que juriste qu'en tant que directrice transport ou avec une équipe transport qui doit utiliser. Et donc, quand on a préparé ce webinaire, on a voulu vraiment le préparer dans un format très pratique, tourné autour des cas d'usage qu'on peut vivre au quotidien et vous donner un peu des bonnes pratiques, des tips sur comment l'intégrer aujourd'hui dans votre quotidien. Peu importe aujourd'hui la solution, l'idée, c'est pas d'être focus sur les outils d'IA, mais vraiment sur de la méthodologie. Donc, vraiment, les 45 minutes qui nous restent, ça va être vraiment dédié à ça. Et donc, du coup, si on introduit la séquence, je pense qu'on est tous alignés avec Virginie pour se dire qu'aujourd'hui, l'IA ne va pas nous remplacer en tant que telle, elle va vraiment nous augmenter dans notre manière de travailler. On a été, on est en entreprise, on voit ce qu'on vit au quotidien, on fait beaucoup de rédactionnel. Aujourd'hui, l'IA peut nous aider aussi à ça va nous aider à être plus efficient dans notre travail, plus aussi pertinent dans ce qu'on produit, parce qu'on a aujourd'hui des risques aussi d'erreurs humaines, et l'IA aussi peut nous aider à aller plus loin, et je pense que c'est aussi ça tout l'avantage de l'intégrer dans son quotidien, et aussi de bien la maîtriser. Donc l'idée, c'est de vous donner aussi cette grille de lecture, de dire avec la bonne méthodologie, la bonne gestion de risque derrière, on est aussi pertinent dans son utilisation. Et donc, du coup, on va commencer un peu déjà, Virginie, avec ton expérience de l'IA dans ton métier aujourd'hui. Comment aujourd'hui tu l'utilises dans ta pratique quotidienne? Est-ce que tu as déjà des pistes de réflexion concrètement? Oui. Alors, l'IA, c'est venu petit à petit, puisque je pense un peu comme tout le monde, j'étais un petit peu sceptique, ou en tout cas, j'avais une petite appréhension sur qu'est-ce que l'IA et finalement, est-ce que je peux m'y fier et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et j'ai un petit peu commencé par tout le monde, c'est déjà qu'est-ce qu'il y a dans ce moteur de recherche qui est très riche, de manière à pouvoir faire des recherches très génériques, avoir des informations sur des tendances marché ou bien des benchmarks de prestations servicielles de transport. Ça m'a plutôt rassurée et je me suis dit, effectivement, maintenant, pour pouvoir l'utiliser mieux dans mon métier, et du coup, qu'est-ce que je dois faire pour être pertinente dans mes recherches? Parce que ça, je pense que tu vas revenir dessus. Oui. Rédiger un bon prompt de manière à avoir un bon résultat qui soit pertinent et vrai, ça s'apprend. Alors, c'est pas compliqué, mais du coup, ça s'apprend. Il faut effectivement quelques tips pour le faire. Je peux vous parler de travaux que j'ai fait pas plus tard qu'hier. Je suis en appel d'offres, du coup, sur le flux aval. Et effectivement, je devais revisiter mon cahier des charges opérationnelles en montant un petit peu l'exigence sur les prestations de services. Et j'avais effectivement mon cadre de cahier des charges avec mes bullet points principales. Et j'ai interrogé l'IA en lui demandant effectivement de revisiter mon cahier des charges, de le benchmarker à ce qui se faisait sur le marché, de manière à voir si j'étais mieux disant, moins disant, quels étaient les points peut-être j'avais omis, j'avais oublié, ou etc. Et donc, en fait, l'IA vous propose une première formulation. Et là où après, je pense que c'est extrêmement pertinent, c'est que vous pouvez lui demander de lui donner une connotation plus
incisive, plus stratégique, plus omnicanale. Et finalement, ce qu'on mettait des heures, des semaines à faire ensemble. On l'a vécu, hein, c'est vraiment c'est du vécu. Hein, voilà. Allez, je pense que en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai eu un cahier des charges qui est parfaitement ficelé, structuré, avec la connotation, en tout cas, servicielle que moi j'attendais. Voilà, par exemple, pour un premier cas pratique tout frais. Non, mais c'est bien. Et si tu avais quelques petits conseils à donner, là, aujourd'hui, dans comment tu l'as intégré au niveau de l'équipe ou aux personnes qui veulent l'intégrer avec leur équipe dans leur direction transport, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, c'est déjà, je pense qu'il faut rassurer voilà, tous nos… Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, je pense qu'on est tous managers, leaders de pôle. Et en fait, nos collaborateurs en fait, ont beaucoup de défiance et j'irais même à utiliser le mot peur, de se dire, mais finalement, avec l'IA, mon travail ou mon poste ne va plus exister. Et donc, je pense qu'il faut arriver à acculturer petit à petit les collaborateurs. Non, l'IA ne va pas remplacer ton poste. Par contre, il va te permettre d'utiliser moins de temps à faire et plus de temps à analyser et à prendre de la décision. Et donc, en fait, il y a une transformation des missions. Et nous, chez Jules, on le travaille vraiment avec les RH pour acculturer petit à petit chaque collaborateur à qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton quotidien de manière en fait à diminuer cette peur. Oui, et je pense oui, qu'on a le plus important, effectivement, c'est les extérieurs sur les routes. Alors, juste, Quand quelqu'un qui parle, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de désactiver vos micros, s'il vous plaît? Ou sinon, Agnieszka, je pense que tu peux le faire directement de ton côté avec Frédéric. Oui, exactement. Frédéric Bricou, je pense, parce que c'est lui qui pop. Merci, à bientôt. Merci, merci, bonne journée. Alors, petit message à Frédéric Bricou. Pourrait-il couper son micro parce que du coup, on entendait. Désolée. Donc, OK. Oui. Donc voilà, c'est vraiment accompagner nos collaborateurs, les informer. Si vous le pouvez, effectivement, solliciter des formations IA, mais qui soient du coup s'acculturer petit à petit à l'IA de manière à vaincre en fait cette peur ou cette défiance, parce que dans le transport, on est quand même sur des métiers très opérationnels, de manière à rassurer nos collaborateurs. Je pense que c'est notre mission première en tant que leader. Ouais, exactement. Parce que là, aujourd'hui, ce que tu constates, c'est qu'il y a encore pas mal de défiance. Beaucoup, tu ressens, les gens, ils y vont pas naturellement avec une action proactive de dire, allez, je vais commencer à tester des cas d'usage. Non, ils sont assez réfractaires aujourd'hui, tant sur le transport que sur la douane. Ok, parfait. Du coup, là, l'idée, c'est d'aller un peu plus en détail sur les cas d'usage. Comme ça, si vous commencez à vous intéresser dans les métiers de la supply chain ou même dans les métiers juridiques qui accompagnent la supply chain à mettre en place des cas d'usage, on vous a remis une slide. Je ne vais pas aller dans les détails de tous les éléments, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plein de cas d'usage qui seraient très intéressants à mettre en place. Et l'idée, après, c'est vraiment de prioriser vos actions, de ce qui aura le plus de valeur dans votre quotidien. Virginie parlait des cahiers des charges. Quand on est dans des démarches, on doit régulièrement faire des appels d'offres et on est sursollicité. Peut-être on a un sujet sur la création de contenu, de se dire comment j'arrive à générer aussi mes cahiers des charges compte tenu de la trame d'origine que j'ai, donc comment j'itère aussi avec une IA. Comment je travaille aussi sur l'optimisation des processus. Moi, je trouve que les métiers de la supply chain, c'est ça, on est là pour faire de l'amélioration des process, d'être plus efficient dans les gestes métiers, dans les actions, que l'on soit en entrepôt ou dans la filière transport. C'est des métiers qui sont dans l'action, terrain et très sur la productivité. Et donc, l'IA, en tant que tel, c'est des outils qui nous permettent d'être plus productifs dans ce qu'on va générer et en plus d'être plus performants à la fin avec une meilleure aussi qualité dans la restitution. Et après, il y a des sujets autour de l'analytique, analyse, tout ça, data. Et donc, la data, en fait, pareil, les métiers de la supply chain, c'est des métiers autour de la data. Et donc, ce qui est aussi un terrain de jeu exceptionnel pour mettre de l'IA par-dessus en termes de surcouche, de dire, vu qu'on a les bases de données, on a de la donnée qui va être structurée, pour aller faire des actions analytiques dans les opérations logistiques, on sera aussi très pertinent. Donc là, on vous a relisté, vous l'aurez après dans le support que vous recevrez. Ça vous donne un peu plein de pistes de dire quelles vont être mes actions, mes usages sur lesquels j'ai envie de travailler très concrètement dans mon quotidien.
sur la partie données. On fait un vite focus. Le groupe scientifique de l'AFGE autour de l'IA a mené plein de travaux autour de ces sujets et les livrables produits tournent autour de ça, de dire attention à la donnée. Donc, on utilise de la donnée interne, de la donnée qui peut être aussi publique, typiquement sur toutes les données publiques sur toute la partie sur les prix aussi, les révisions tarifaires dans les domaines du transport, tout ce qui va être lié aussi à des tendances, à des analyses de marché. Ça, c'est des données publiques, vous pouvez largement les utiliser. Vos données internes, vous pouvez les utiliser également, mais attention à l'anonymisation, à quel type d'outils on utilise. Est-ce qu'on est sur des outils qui vont être protecteurs des données stratégiques et personnelles de votre entreprise. Et enfin, les données qui sont générées par des utilisateurs, c'est tous vos prompts, c'est les itérations que vous allez mettre aussi dans l'IA. Et ça, c'est votre savoir-faire finalement. Et ce savoir-faire-là, c'est de la donnée. Et donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que les personnes qui maîtriseront le mieux le prompt, c'est les personnes qui auront la meilleure expertise demain parce que en fait, c'est leur savoir-faire. On a besoin de ça pour avoir les meilleurs résultats derrière. Et aussi rapidement sur les bonnes pratiques, Virginie le disait, mais c'est bien de commencer petit, on va dire step by step. On commence avec un cas d'usage ciblé parce qu'on voit qu'on a des tâches très récurrentes sur tel sujet. On parlait de faire des synthèses ou de travailler sur des cahiers des charges ou des contrats. On commence un cas d'usage, puis un autre, puis un troisième. Et là, petit à petit, ça devient un peu hyper prenant. On a envie de tout tester après sur les cas d'usage. Et vous le verrez dans les cas pratiques qu'on va dérouler. En fait, on est sur une variété de sujets à la fin, donc c'est assez intéressant aussi de creuser cette partie-là. Voilà. La partie charte IA, ça, c'est votre entreprise qui le met en place. Pareil, le groupe scientifique IA de la FGE a mis en place aussi des modèles pour vous aider aussi pour mettre en place des cadres et une gouvernance autour de l'utilisation de l'IA dans votre entreprise et toujours dans les bonnes pratiques. Je le rappelle parce que je suis quand même juriste de formation, toujours travailler main dans la main avec la DSI, DPO pour valider aussi les flux de données, les types d'outils aussi que vous utilisez. Aujourd'hui, on va faire des cas pratiques qui sont avec plein d'outils différents. L'idée, c'est pas de vous dire il y a un meilleur outil qu'un autre. Ça, c'est après le rôle aussi avec votre direction informatique, votre DPO pour voir quel sera le meilleur outil pour les cas qu'on va venir dérouler juste maintenant. Avant de passer à Amel au cas pratique, je proposerais que nous prenions des questions que je vois affichées dans le chat et qui sont liées au sujet que tu viens justement d'évoquer. La première question, comment encadrez-vous la collecte de données via les outils IA que vous utilisez? Alors, est-ce que toi, tu as des éléments de réponse sur ça ou sinon je rebondirai de manière générale comment ça? Oui, alors, je dirais que moi, et en l'occurrence, la slide que tu avais présentée juste avant, elle est extrêmement importante, puisqu'effectivement, quand on fait une recherche générique, finalement, on peut utiliser n'importe quel moteur IA. Il n'y a aucun problème, en tout cas, de fuite de données, sauf à dire qu'une entreprise ait publié par erreur des données confidentielles. Mais il faut savoir qu'effectivement, quand on utilise un moteur générique, la donnée est ensuite disponible à tous. Donc, c'est vrai que nous, typiquement, maintenant, chez Jules, on a une obligation, en tout cas, dans chaque direction de métier, d'avoir une gouvernance de la data. C'est-à-dire que chaque direction métier, peu importe ce qu'il fait dans l'entreprise, doit déverser sa donnée, qui est donc certifiée et en responsabilité par la direction métier, dans, du coup, un data hub qui est porté par notre direction data. Donc, cette donnée, du coup, elle est propre, elle est certifiée, elle est encadrée et elle ne sort pas du domaine Jules. Et donc, en fait, on a toutes les directions de domaines applicatifs, des IA ouvertes, je ne citerai pas les noms, mais on les connaît tous, pour faire nos recherches, voilà. Et ensuite, on a maintenant un moteur, du coup, IA qui ne traite que la donnée confidentielle Jules. Donc, ça répond aussi à la question de comment on segmente ce qui est confidentiel et pas confidentiel. Nous, on a vraiment maintenant 2 moteurs et 2 domaines de manière à ce qu'effectivement, il n'y ait pas de porosité entre les deux. Ça, c'est quand même un point d'attention qu'il faut que vous ayez en tête. Ouais, c'est vrai que dans les entreprises, on est contraint de mettre en place ces règles-là, cette gouvernance-là. Ça veut dire que quand on souhaite mettre en place des cas d'usage IA dans notre filière métier,
se pose la question, bah voilà, quel data hub je vais utiliser. Ouais. Si je mets un outil de marché, bah, est-ce que cet outil va aller chercher des données confidentielles? Et si oui, comment vous encadrez la relation avec l'éditeur du coup d'IA? Parce qu'en fait, on est comme un éditeur de logiciels classique pour mettre aussi tous les garde-fous contractuellement, d'un point de vue aussi très protection aussi de la cybersécurité, la protection des données. En fait, on encadre tout ça dans les processus de gouvernance interne de l'entreprise. Et donc, c'est les passages par la compliance. En fait, c'est les passages classiques qu'on a pour n'importe quel type d'éditeur de services voilà, ou de logiciel. Voilà. Et pour les données confidentielles, ouais, c'est d'être sur des bases fermées et donc pas de réutilisation des données aussi par l'éditeur d'IA. J'espère que ça répond aux questions. En tout cas, n'hésitez pas à rebondir dessus. C'était pas le voilà. Sur la méthodologie. La seconde question était peut-être déjà, on a commencé à y répondre, quitte lorsque l'IA analyse des données confidentielles. Oui, je rebondissais dessus aussi sur la deuxième question, de dire qu'effectivement, voilà, travailler avec des éditeurs qui passent du coup toute la checklist de la gouvernance interne, de se dire c'est OK d'utiliser du coup cette solution logicielle d'IA en utilisant des données confidentielles ou non, c'est pas OK. Dans ce cas-là, interdiction de mettre des données confidentielles dans l'IA. Donc voilà, c'est l'idée. Après, ça, c'est des gouvernances internes d'entreprise, de dire en fonction, on part vers quel type d'outil. Est-ce qu'on veut faire un outil maison ou un outil vraiment, on passe par des outils de marché parce que les modèles évoluent tellement vite. Mais dans ce cas-là, on encadre la relation contractuelle. Voilà, voilà. Sur la partie méthodo, je le rappelle vite, rapidement, parce que peut-être vous les avez déjà eu en tête. L'idée, c'est quand on va faire un prompt, c'est de toujours bien contextualiser. Donc, il y a une méthode aussi qui s'applique. Je dis toujours, ça fait beaucoup sourire, je dis, c'est simple comme la demande à un stagiaire. En fait, pourquoi moi je dis ça? C'est que en fait, moi, j'ai travaillé avec des stagiaires, des alternants et jamais je leur donnais de faire un travail sans leur expliquer de manière très claire ce que j'attendais en termes de production. S'ils devaient faire une recherche ou travailler avec moi sur un contrat, en fait, je leur appliquais une méthodologie, un raisonnement pour qu'ils aient en tête tout le contexte. Je leur donnais aussi les objectifs, qu'est-ce que j'attendais d'eux, des tâches à réaliser. Donc, l'idée, c'est d'être dans l'action et que tu dois rédiger ça, rechercher ça, ça, ça. En tout cas, j'expliquais bien. Je explique le format de restitution. Est-ce que je veux un mémo, un document contractuel, un cahier des charges? Ça, c'est aussi très important de le fixer. Donc, quand on rédige un prompt, on doit aussi le formaliser. Et le style, quel style j'attends? Est-ce que c'est un style professionnel, un style plus pédagogique? Quand on est en fonction juridique, nous, on est dans un jargon juridique et donc il y a un enjeu à être pédagogique aussi quand on retranscrit des informations juridiques à des non-juristes. Quand je travaillais avec Virginie, tout était l'enjeu. Comment je vulgarise, comment je fais comprendre les impacts juridiques sur la relation qu'on va avoir avec un transporteur, comment j'essaie de trouver un équilibre aussi autour de ça. Et donc, le style, ça aussi dans le prompt, je l'explique. Qui va être à la fin le destinataire du message et donc du format qu'il va recevoir. Et donc, ça aussi, il faut le préciser quand on fait le prompt. Alors, du coup, tout est dans le mauvais sens, mais ce qu'on appelle la méthode focus. Si vous tapez sur Internet, voilà, c'est des méthodologies. En fait, ça vous redonne un peu comment formaliser un prompt. Il y a d'autres méthodologies qui sont pareilles. L'idée, c'est toujours le contexte. Moi, s'il y a un point sur lequel je vais insister, c'est le contexte. Parce que si le contexte, il n'est pas bien posé, le résultat qui va être généré par l'IA ne sera pas bon. Et donc, vous serez un peu déçu du résultat qui sera fourni. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça. Complètement d'accord. C'est la temps. Tâche numéro 1 ouais, à bien appréhender de manière effectivement à être rassuré par le résultat qu'on obtient. C'est ça. Et donc, l'idée, voilà, c'est de pratiquer. Et petit à petit, maintenant, on a vraiment les outils, ils aident à bien poser le prompt, à bien contextualiser, à être sûr qu'on n'ait pas oublié aussi des éléments ou en tout cas se faire rechallenger. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi quand j'utilise l'IA, c'est me faire challenger par une IA. Et ce que tu disais au démarrage, de dire, lui demander si est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce que tu es sûr que je pars dans la bonne direction. En fait, des fois, ça devient un peu notre coach, de se dire en réflexion, pour poser une stratégie aussi sur des sujets. Et donc, du coup, ça y est, on a encore 30 minutes, donc c'est bien, on est dans le timing. Et donc, l'idée maintenant, c'est vraiment qu'on soit hyper dans le concret. Et donc, ce qu'on voulait vous présenter avec Virginie, c'est différents cas pratiques autour de la supply chain et des métiers juridiques, parce que finalement, on est quand même sur des fonctions transverses et ça va parler, je pense, qu'on soit juriste ou non juriste.
Donc, dans le cas pratique numéro 1, on va faire crescendo. Hein. Vraiment, c'est voilà. On a posé le premier cas pratique, c'était la synthèse d'un rendez-vous fournisseur ou client, peu importe, qu'on soit côté logistique, prestataire logistique, transport ou côté client dans la distribution, peu importe. En fait, ça s'applique à tout le monde. L'idée, c'est, ben voilà, on a toujours des rendez-vous. Je pense que toi, tu as beaucoup de rendez-vous avec les transporteurs. Côté transporteur, je pense que vous avez aussi beaucoup de clients. Du coup, on a un enjeu de se dire comment on fait le follow-up aussi des actions qu'on s'est données. Et donc là, c'est un cas pratique hyper simple et se dire, bah, savoir synthétiser un rendez-vous fournisseur, c'est important. Donc là, mon contexte est le suivant. Je viens d'assister à un rendez-vous avec un fournisseur. On a parlé de retard, on a parlé de révision tarifaire, des pistes d'amélioration, parce qu'on est toujours dans l'amélioration continue quand on parle de sujet supply. Et du coup, il y a le manager qui demande, bah, est-ce que tu peux m'envoyer le compte-rendu clair de la réunion et pour que moi, après, je l'archive et surtout qu'on suive les actions et les décisions qu'on a prises aussi autour de cette réunion. Ça peut vous sembler assez basique, mais il y a peut-être des personnes autour, là, dans la salle virtuelle qui ne le pratiquent pas. Mais il y a 2 manières de faire, d'utiliser l'IA sur ce sujet-là. Il y a un premier sujet. Alors, je pense que vous avez tous des outils collaboratifs, que ce soit ce Teams ou Google. Aujourd'hui, maintenant, on a des outils de retranscription de réunion. Donc, du coup, si vous faites des visios, maintenant, vous pouvez, normalement, si c'est activé dans votre entreprise, activer Gemini ou Teams Transcript pour du coup prendre la retranscription de la réunion et après formaliser le compte-rendu sur Copilot ou sur Gemini. Ça, c'est des outils aujourd'hui qui commencent à se démocratiser, clairement. Moi, je sais que je l'utilise, mais quasiment tout le temps. Dans tous mes rendez-vous, ça m'a permis de me rendre beaucoup plus efficiente dans les comptes rendus que je dois pousser après avec les personnes avec lesquelles je discute. Donc ça, c'est une première manière. Je ne vais pas faire la démonstration de ça. Testez-le. En tout cas, moi, c'est un conseil que je vous donne. Je sais pas, tu l'as déjà testé, toi, de ton côté? Non, j'utilise la deuxième méthode plus traditionnelle. D'accord. Donc, parce que Virginie, alors aussi pour dire, pour la petite anecdote, Virginie, elle a un cahier où elle prend toutes ses notes de réunion et elle prend beaucoup de notes. Et je me rappelle quand on le faisait ensemble, tu prenais toutes tes notes, tu dis attends, je récap, c'est ça, 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 et après tu poussais le compte rendu. Donc aujourd'hui, quand on fait, ben, du coup, on prend nos notes, que ça soit sur un Word ou sur, ou sur son carnet de notes. Bon, dans tous les cas, il y a un enjeu de venir restituer les notes de rendez-vous. Et donc là, pour la petite démonstration, je vais me connecter sur Perplexity. Hein. C'est pas mieux que ChatGPT ou quoi que ce soit, c'est juste pour la démonstration de ce cas pratique. Et donc, dans le cadre de ce contexte-là, l'idée, c'était de se dire, j'ai créé un prompt que je vous montre à l'écran, du coup. Et dans ce prompt, j'ai bien expliqué, voilà, je suis assistant spécialisé rédaction professionnelle. Bon, là, c'est pour avoir encore plus d'impact dans la retranscription du rendez-vous. Et là, je dis, j'ai un rendez-vous avec Translog Express. J'ai pris des notes brutes de la réunion et j'ai besoin d'un compte-rendu clair, structuré, synthétique, destiné à être partagé avec l'équipe interne et archivé dans le dossier fournisseur. Et c'est là que je lui donne des consignes de rédaction. Et donc là, j'ai toutes les consignes de rédaction qui vont s'appliquer à lui. Donc, je lui dis ton professionnel, style clair et concis, pas d'interprétation ni d'ajout d'informations non présentes dans ce que je lui ai poussé comme élément, et la structure attendue. Dans la structure, c'est à vous de déterminer le format de restitution. Si vous voulez vraiment quelque chose en format de tableau, en format de bullet point, donc c'est vous qui déterminez le format final. Comme je vous le disais, c'est vous qui avez la maîtrise du format de restitution. Et là, après, je lui ai copié-collé les notes de rendez-vous. Donc là, on est sur une fausse réunion. Et donc, pareil, si on est sur un enjeu, on est sur une réunion qui est confidentielle, on n'utilise pas d'IA qui n'est pas validée par l'entreprise pour utiliser des données confidentielles. Donc là, je l'ai utilisé, imaginons que là, j'ai une version pro de Perplexity pour mon faux exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a produit mon compte-rendu de réunion que je peux après copier-coller dans mon mail. Je peux aussi lui demander de me générer, donc là, il y a le fameux tableau qui se génère sur les actions, parce que je lui ai demandé un tableau avec toutes les actions. Donc là, vous pouvez voir. Et donc là, je peux aussi lui demander une version encore plus brève ou une version sur Word, parce que je veux du coup l'extraire sur Word, parce que j'ai envie de l'archiver en interne. Il me le produit sous format Word, je le télécharge, je l'archive du coup dans ma base de données, dans mon dossier interne. Ou la traduire. Ou la traduire. Si j'ai besoin de la traduire, tu peux demander aussi traduis-moi, traduit en anglais, hop, le CR. Voilà.
et il va me traduire automatiquement en anglais le CR. Donc, voilà. Pareil, si on est dans une réunion en anglais, on est francophone, on n'est pas forcément à l'aise dans la retranscription à l'écrit, ben, utiliser l'IA pour la traduction, c'est parfait parce qu'une IA générative, elle est agnostique aux langues. Donc, elle comprend toutes les langues possibles et vraiment de manière fluide. On n'est pas sur une traduction mot à mot, on est vraiment sur une traduction contextualisée. Et donc, le résultat, il est quand même assez bluffant sur la partie traduction. Je pense que toi, tu l'utilises pas mal pour les traductions. Oui, et je vous encourage aussi, parce que, outre les cahiers des charges transport, on fait aussi des cahiers des charges logistiques pour nos fournisseurs, du coup, grand import. Et je me suis, du coup, essayée à traduire effectivement mon cahier des charges logistiques pour des fournisseurs basés en Asie et pour des fournisseurs basés dans d'autres parties du monde. Et en fait, effectivement, la traduction, elle se teinte aussi culturellement des pays d'origine. Et du coup, c'est très pertinent et du coup, ça parle mieux tant dans la syntaxe que effectivement dans les bullet points. Donc là, c'est vraiment un gain de temps phénoménal aussi. Oui, et en fait, la personne qui va recevoir l'information, vu que la traduction, elle est bien contextualisée, généralement, on risque moins d'avoir des écarts culturels et donc des incompréhensions culturelles aussi en fonction de la personne qui lit. Voilà. Donc là, on était sur le premier cas pratique. S'il y a des questions. Il y a des questions, Amel. J'en vois quelques-unes, 3 en l'occurrence. Alors, la première, comment s'assurer que l'IA ne produit pas d'erreurs critiques dans les décisions opérationnelles? Alors, effectivement, alors déjà, un des conseils qu'on donne toujours, c'est tout ce qui est régurgité par une IA, il faut toujours avoir un regard critique. Donc, nous, on est experts sur notre périmètre. Quand Virginie, elle travaille sur des cahiers des charges et qu'il y a des cahiers des charges qui sont régénérés ensuite, on revérifie tout et on revérifie aussi les sources d'informations. On peut poser dans le prompt, lui dire de ne pas inventer les réponses, de toujours sourcer. Et maintenant, les IA sourcent de plus en plus parce que la réglementation contraint de plus en plus aussi à être transparent dans les sources d'informations pour venir générer une réponse, que ça soit sur des réponses internes, enfin sur des données internes ou des données externes. On demande maintenant toujours de cite-moi la source sur lesquelles et il les liste bien. Dans mon exemple, avec Perplexity, on peut accéder aux sources. Bon, là, c'était un compte-rendu, donc il n'y a pas de source externe, mais on verra dans le cas pratique suivant, il y a toutes les listes des sources qui sont transmises. Donc, et lui demander aussi de pas halluciner. On peut aussi recontraindre, et même si maintenant, on a des IA qui sont de plus en plus, qu'on appelle fine-tunées, qui sont paramétrées pour limiter les risques d'hallucination. Donc, on voit par exemple dans les IA juridiques, de plus en plus, les éditeurs sont un peu contraints aussi de le faire parce qu'on est quand même sur des domaines d'expertise, de se dire on limite au maximum l'hallucination et ça veut dire que l'IA, elle ne génère pas d'informations si elle n'a pas la réponse. Parce qu'une IA, de facto, en fait, son objectif premier, c'est de générer quelque chose. Donc, elle ne sait pas gérer le vide. Et donc, vu qu'elle ne sait pas gérer le vide, c'est un peu compliqué. Voilà. En tout cas, dans le prompt, c'est hyper important de bien le poser et après de vérifier dans les outils d'IA comment on a des limitations pour éviter les erreurs critiques et être sûr des sources. Et aussi, quand on utilise certaines IA, être sûr que c'est une IA qui est pertinente par rapport aux sources d'informations dont vous avez besoin de vous appuyer. Typiquement, si vous travaillez avec l'AMI Line, l'AMI Liaison, parce qu'en fait, il y a une base de données riche autour du droit des transports, là, c'est peut-être plus pertinent d'utiliser cette base de données versus, je ne sais pas, une IA généraliste qui est ChatGPT parce qu'elle va se baser sur toutes les données du web. Et donc, la masse de données est beaucoup plus large. Ensuite, on avait une deuxième question sur quelle demande solliciter l'IA pour l'écriture de projets de CC, je pense, de commissionnaire de transport ou également de cahier des charges. Cahier des charges, excusez-moi, c'est ça. Ou également sur des analyses juridiques stratégiques. On va y revenir, Corinne, du coup, dessus. Là, on a le cas, le premier cas sur la synthèse. Et là, on va dérouler juste après, là, sur un deuxième cas sur les cahiers des charges. Donc, on y arrive. Parfait. On a une troisième question, je ne sais pas si c'est le bon moment pour la prendre. Avec l'omniprésence de l'IA dans nos métiers, quelle est la plus-value du juriste pour l'entreprise? C'est une question philosophique aussi. Moi, j'ai une réponse sur ça parce que, en vrai, pour moi, le rôle du juriste, il reste quand même central parce qu'on reste un métier d'expertise. La réponse qui va être générée par l'IA, en fait, sur des sujets juridiques, en tout cas,
si vous n'avez pas un juriste derrière qui vérifie que la cohérence et aussi la stratégie d'ensemble à mener sur le cas d'usage que vous allez implémenter, vous allez être un peu perdu. En fait, c'est comme si moi, j'allais faire un sujet de domaine d'expertise de Virginie et que je lui demande pas sa revue derrière. Je vais pas être 100% sûre que ce que l'IA me génère est correct. Ça va peut-être me paraître au premier abord pertinent, mais j'aurai quand même un doute. Et dans des enjeux très stratégiques pour une entreprise, je ne peux pas me départir de travailler avec mon experte supply chain ou mon experte juridique. Donc, pour moi, il y a quand même un enjeu à continuer à travailler avec des juristes. Forcément, je vais pas pousser le contraire, mais le rôle va être beaucoup plus stratégique. Finalement, les prompts et les prompts spécialisés sur des domaines juridiques, c'est votre juriste qui va le rédiger. Parce que c'est lui qui va savoir challenger l'IA, c'est lui qui va savoir poser les limites et les contraintes. Et en fait, sans votre juriste à côté, vous n'allez pas pouvoir poser le bon prompt. Et moi, je me permets de rebondir du coup sur ce que dit Amel, puisque en l'occurrence, on a pu l'éprouver toutes les deux chez Leroy Merlin, quand on était plutôt sur des sujets stratégiques d'innovation, où finalement, en fait, il n'y a pas de jurisprudence encore, puisque c'est une émergence marché. C'est vrai que du coup, là, je pense que là, le duo juriste et supply, il fait vraiment toute sa valeur, puisque moi, je voulais défricher certaines parties du marché sur le transport. Et du coup, Amel m'a aidé à encadrer des POC, c'est ça, des tests qu'on voulait faire alors, de manière à ce que le métier puisse avancer tout en protégeant les intérêts de l'entreprise, pas encore de jurisprudence, et que finalement les transporteurs ou les startups à l'époque, du coup, n'avaient pas non plus aussi grande maturité. Donc là, finalement, à cette époque-là, l'IA aurait pu nous aider sur la rédaction, en tout cas finale. Mais moi, j'avais besoin, en tout cas, de l'œil expert d'Amel, de manière à pouvoir, du coup, construire mon business model. Ouais, donc, je pense que le duo, il reste… et je trouve que c'est ça la valeur sur la stratégie, de poser le cadre stratégique d'intervention. Et le duo qu'on avait, il était quand même hyper puissant parce qu'on se disait, OK, on accepte une gestion de risque limitée, mais voilà les limites qu'on se donne. Et donc, le fait de travailler ensemble, ça nous… voilà. Et là, en plus, demain, utiliser de l'IA avec ce duo juridique supply, on est super puissant. Voilà, j'essaye d'avancer parce que je veux vraiment parce qu'on a 5 cas d'usage en tout. Donc, du coup, j'essaye d'avancer pour le prochain. Le deuxième cas d'usage, ça va être la génération de checklist. Alors, peut-être là, ça va plus intéresser des logisticiens, transporteurs. Là, on est sur un cas pratique où il y a l'entrepôt qui veut commencer à harmoniser les contrôles réalisés par les équipes terrain. On a plein de checklists sur la réception, contrôle qualité, consigne sécurité, zone de stockage. Et l'idée, c'était de se dire, là, dans ce cas pratique, comment on rédige ces checklists-là, parce que peut-être qu'il nous en manque. Je pense que ça arrive à tous. On ne peut pas se dire qu'on est parfait partout. Des fois, peut-être on a envie de se challenger sur la checklist qu'on a posée en interne pour faire du contrôle qualité ou de la réception de marchandises. Je sais que nous, des fois, on avait ce cas-là de se dire il faudrait qu'on se re-challenge sur les protocoles qu'on pousse au niveau des magasins. Et donc là, on a préparé un prompt. Donc, je représente sur Perplexity. Donc là, j'ai choisi une checklist autour de la prévention des risques en entrepôt. Donc, l'idée, c'était de partir des procédures internes. Je n'ai pas fait une liste hyper longue de procédures internes. Vous pouvez importer vos documents aussi, de dire, j'ai quand même un historique de documentation. Et l'idée, c'était de se dire, créer une checklist pratico-pratique avec des cases à cocher, une formulation simple, maximum 15 points, parce que je veux que ça soit hyper rapidement compréhensible par les opérationnels terrain, et de regrouper les éléments par catégorie si c'est pertinent. Ne pas ajouter d'obligations qui ne sont pas mentionnées dans les consignes. Et donc, l'idée, moi, j'ai fait des extraits de procédures. Donc là, c'est des procédures assez classiques. Port des EPI, la vitesse, priorité aux piétons, etc. Et donc, je génère. Et donc, du coup, il me fait ma checklist. Et donc, ça aussi, c'est quand même… c'est pas mal parce que du coup, pour faire des procédures internes, je trouve que c'est hyper intéressant pour travailler les procédures internes en entreprise. On a des enjeux aujourd'hui, en ce moment, dans les entreprises, à travailler beaucoup sur la sensibilisation, sur la sécurité au travail, sur l'accidentologie. Je pense que ça peut vraiment intéresser plein de gens, ou même faire des checklists quand on est côté commercial. Parce que des fois, c'est quoi un peu les actions que je dois mener pour bien me coordonner avec d'autres personnes dans l'entreprise. Là, c'est un exemple très concret.
Et deuxième sujet que je voulais vous montrer rapidement sur ce cas d'usage, c'est la partie visuelle parce que, alors là, j'ai découvert cette semaine, parce que j'avais pas encore trop testé, mais je trouve que c'est vraiment hyper utile. C'est une solution qui s'appelle Napkins. Il y en a d'autres aussi sur le marché, mais j'aimais bien aussi la philosophie de l'outil, où là, on copie-colle du coup le résultat généré, donc notre fameuse checklist, et j'ai envie de du coup avoir un visuel associé. Et donc, du coup, il me propose des visuels associés à cette checklist pour rendre aussi plus gamifié ou rendre aussi l'expérience plus sympathique aussi sur ces sujets-là. Et donc là, il me génère aussi des formats assez visuels. Qu'au juridique, on parle de legal design, des choses comme ça, c'est comment appliquer aussi une méthode peut-être legal design pour rendre compréhensible aussi les informations qu'on doit retranscrire à des opérationnels qui soient non experts ou vraiment des fonctions qui doivent après utiliser ça, faire des actions de communication. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer rapidement ce qui est possible. Voilà. Et après, on peut même changer les visuels parce qu'il me propose, voilà, si je veux des visuels aussi sur un checklist avec voilà, des visuels comme ça. Franchement, en 2 minutes, j'ai des visuels mind map aussi pour aussi visualiser la procédure en interne. Je trouve que c'est hyper utile. Donc voilà, c'est plein de petits visuels. En quelques Et secondes. maintenant, on est toujours dans Perplexity ou c'est un autre outil? Non, l'outil, c'est Napkins. Du coup, hop, je vais vous le mettre dans le chat. Si vous voulez. Alors, moi, là, je suis sur une version gratuite. Il y a des versions payantes pour tout, de toute manière. Mais voilà, j'ai découvert ça. Il y a Notebook LM et je vais vous montrer juste après sur Notebook LM aussi pour générer des visuels. C'est vraiment fulgurant. Alors, ensuite, négociation des pénalités. Je pense que ça peut parler, mais des deux côtés à tout le monde, qu'on est côté achat, côté fournisseur, on est tous dans cette dynamique de qualité de service. Et donc, il y a un enjeu de se dire, bon, voilà, on va rentrer dans un format on va rentrer en négociation, parce que c'est toujours une négociation sur ce sujet-là, pour demander une compensation ou un geste commercial. Et inversement, côté transport, essayer de limiter du coup cette compensation. Et l'idée, c'est de se servir de l'IA pour poser aussi une stratégie autour de poser un argumentaire et d'imaginer aussi l'argumentaire que je pourrais pousser à mon transporteur, à mon logisticien ou inversement à mon client. Parce que peut-être le client, il abuse un peu aussi de son côté dans ses demandes. Peut-être il y a des choses qui n'ont pas été contractualisées et il me demande une compensation. Et donc, c'est aussi, l'IA peut vous aider aussi sur cette partie-là. Et donc, je vais me remettre sur, là, cette fois, je vais mettre ChatGPT pour changer. Comme ça, j'aime bien, je prends tous les outils. Voilà. Et donc là, le prompt qu'on va vous faire visualiser, c'est de se dire, de poser une stratégie, un cadre d'argumentaire, de stratégie de négociation. Et donc, l'idée, c'est de faire un prompt pour poser cette stratégie de négociation et de dire, moi, qu'est-ce que je recherche du coup côté client. Donc là, par exemple, dans mon cas d'usage, j'avais la société, je crois, Star. Ça, c'est le client. Donc là, je vais être côté client. Et donc, du coup, je suis un expert en négociation. Donc, je dis, moi, le rôle de l'IA. Donc, tu es un expert en négociation commerciale. Ta mission est d'aider de préparer une stratégie de négociation qui est structurée, écrite et en anglais, parce que du coup, la négociation va se faire en anglais. Je travaille dans un contexte réaliste de distribution B2C de produits high-tech. Utilise un anglais professionnel business, soit stratégique, persuasif et commercialement crédible. Et après, l'idée, c'est de générer un peu. Je lui redonne un peu les éléments factuels. Donc, je recontextualise toujours ma situation. Je lui pose la stratégie selon le rôle. Donc là, je dis, je suis société Star qui est côté client. Et là, en fonction du rôle, je lui dis, voilà, analyse la stratégie, force ma position, les faiblesses, les risques. Je peux utiliser tous les leviers possibles de l'IA aussi pour venir me guider dans la stratégie à poser. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ça, du coup. Si, moi, en tout cas, je l'utilise aussi dans ce cas concret. Et donc là, vous allez voir qu'effectivement, la rédaction qui va nous être proposée, j'ai aucun doute du coup qu'elle soit pertinente, structurée, etc. Et là, encore une fois, moi, où je trouve que là, ça devient très puissant, c'est qu'on peut lui demander ce qu'il en pense ou ce qu'elle en pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que j'aurais oublié ou quels sont les points sur lesquels, en fait, je me bats peut-être inutilement par rapport au marché. Et par contre, je ferais mieux d'orienter ma négociation sur un autre point. Et c'est là où je trouve que ça donne une vision 360 qui permet d'être beaucoup plus, du coup, pertinent.
C'est ça. Et en fait, l'idée toujours, c'est de trouver un équilibre. Donc là, l'idée, c'est pas de, enfin, en tout cas, moi, c'est la vision. Je pense que toi aussi, c'était la vision. Enfin, c'est toujours la vision que tu portes, de se dire quand on est dans une démarche de négociation, c'est de trouver un accord qui est réaliste pour tout le monde. Nous, on a toujours l'ambition des deux côtés, de rester dans une démarche de partenariat, de collaborer ensemble. Et donc, l'idée d'utiliser l'IA, je veux dire, bah, quel serait le bon compromis à la fin? Et donc, oui, bien sûr, chacun défend sa zone, mais tout en ayant la vocation de trouver un accord et utiliser l'IA pour essayer de trouver un accord plus rapidement. Je trouve que c'est aussi intelligent de le voir comme ça. Voilà. Et après, les impacts financiers peuvent vous aider aussi à calculer les impacts financiers, simuler les impacts financiers. Si vous êtes dans des démarches litigieuses, contentieuses, bah, aussi utiliser l'IA pour essayer de simuler du coup le préjudice ou les coûts qui ont été pris en compte aussi côté transport et logistique. Ben, je trouve que c'est pas mal pour poser la stratégie. Donc voilà, ça c'est aussi un exemple très concret de voilà, sur la négociation. Moi, je pense que ça a beaucoup de valeur sur le long terme. Et pareil, celui qui fera la différence avec l'IA, c'est celui qui déjà aura une vraie connaissance déjà de base qui est pertinente et après qui saura challenger l'IA autour de ce cas d'usage. Alors, ensuite, donc ça, c'était le cas. Quatrième, c'est l'avant-dernier, et après, on finira un peu en apothéose sur la partie formation. C'est le fameux cahier des charges. Donc, le cahier des charges, donc l'idée, c'est de se dire comment on peut se baser aussi, utiliser l'IA pour créer un cahier des charges. Donc, aujourd'hui, moi, quand j'utilise ChatGPT, Perplexity, l'idée, c'est déjà avoir un document de référence. Oui. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'avoir un document de référence parce que du coup, en fait, vous avez déjà une structuration. Un cahier des charges, bon, ça a toujours un format très standard, mais après, vous l'adaptez aussi avec vos contraintes internes. Et donc, d'avoir ce document de référence, ça évite à l'IA de tout rédiger d'un bloc. L'IA n'est pas forcément pertinente pour tout rédiger d'un bloc parce qu'elle va avoir une démarche, elle doit vite générer quelque chose. Donc, vous allez trouver que c'est un peu limité. Donc, partez toujours d'un document de départ que vous avez commencé à travailler. Et après, à partir de là, vous allez utiliser un prompt. Donc là, qu'on vous mettra à disposition. C'est un exemple de coup de prompt de dire, bon, bah voilà, tu vas générer le contexte et donc vous allez lui expliquer le contexte de l'appel d'offres. Vous allez lui demander de rédiger le cahier des charges. Vous pouvez remettre la structure du cahier des charges d'origine, plus importer le cahier des charges modèle. Et à partir de là, il va contextualiser votre appel d'offres avec tous les éléments que vous lui avez donnés sur l'étape 1. Et ça, c'est hyper... moi, j'adore. Moi, j'adore parce qu'on peut le faire sur le cahier des charges, on peut le faire sur des contrats, on peut le faire sur d'autres annexes aussi, des contrats. Donc, c'est un gain de temps et surtout pour revérifier le fait qu'on n'ait pas oublié ou il n'y a pas eu d'erreur, d'incohérence aussi dans le cahier des charges. Des fois, on se retrouve aussi avec des incohérences. Parce que c'est des documents qui sont tellement lourds, surtout quand on est dans des appels d'offres assez denses, ça peut être compliqué. Et ça permet aussi de gagner beaucoup de temps si l'axe stratégique de l'entreprise évolue, plus d'omnicanalité ou 100% d'éco-responsabilité, par exemple. Ouais. Et bien, effectivement, ça permet de repartir de votre cahier des charges existant, lui redonner un nouveau prisme et un nouveau paradigme. Et donc, du coup, on va vous le retravailler. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est lui demander à la fin une grille de pondération des critères. Ouais, c'est bien ça. Oui. De manière, du coup, à quand vous recevez ensuite vos transporteurs, du coup, pouvoir les noter et ça vous fait une pondération. Il y a le prix, bien sûr, mais pas que. Il y a tous ces critères aussi extra-financiers qui sont aujourd'hui très importants. C'est ça, effectivement, sur la partie présente un tableau incluant le prix, tout ça, là, les modalités, voilà, les critères de pondération, ils peuvent être intégrés. Exactement. Aussi. Comme ça, dans l'appel d'offres, ça inclut. Donc voilà. Et donc pour finir, donc du coup, l'idée c'était de travailler sur la partie formation parce que peut-être vous avez aussi des actions de sensibilisation en interne ou de sensibiliser sur l'utilisation d'outils ou de partager des nouvelles procédures en interne. Et là, on avait pris un cas, c'est la partie HSE. Donc c'était former aux gestes de sécurité en entrepôt. Et de se dire, bon voilà, je dois créer un support de formation et donc comment on peut s'aider de l'IA pour du coup générer nos slides de formation avec peut-être un contenu de fond que vous avez déjà travaillé. Donc pareil, vous mettez en pièce jointe le contenu de fond et vous demandez à partir de là d'itérer pour créer les slides de formation et aussi de créer un quiz assez simple pour dire, bon bah voilà, on a fini la formation, on va évaluer les compétences.
Et donc là, sur ce cas d'usage, j'ai utilisé ChatGPT. Pour le coup, pour le ChatGPT, j'aime bien sur la partie formation, où là, j'avais recontextualisé. Donc là, j'avais dit langage clair, concret, opérationnel, des messages courts, visée de terrain, pas théorique, format pratique. Là, j'avais demandé 10 slides parce que peut-être c'est une formation qui va être courte. Et donc l'idée, c'était qu'il me génère un peu la structuration des slides pour ma formation. Et donc, il m'a généré on va dire, la manière de faire le format de formation. Donc, pourquoi la sécurité est prioritaire, suggestion, voilà, la circulation des charlots. Donc, il passe les messages clés parce que l'idée, c'est de générer les slides. Après, le fond, c'est vous qui travaillez le fond derrière en tant qu'expert. Et donc là, il m'a généré tous mes slides. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai téléchargé ce fond-là et j'ai utilisé Notebook LM. Notebook LM, ça m'a aidé à travailler 2 choses. Donc, j'ai repris toute la partie de fond là sur la formation et ça m'a généré du coup mes slides de formation. Et donc, je vais présenter à l'écran. Voilà. Et donc, il m'a généré. Ah, voilà, bim. Non, voilà, en grand. Voilà. Il m'a généré du coup mes slides de formation. Et donc, vous voyez, alors ça, c'est le design visuel qu'il m'a proposé. Je n'ai pas fait un prompt pour lui expliquer quel type de couleur je souhaite, mais en tout cas, vous pouvez après lui demander que ça soit charté sous certaines couleurs, avec des logos, des choses comme ça. Et donc, franchement, c'est assez puissant. Ça prend un peu de temps à se générer, mais pour le coup, le visuel est beaucoup plus pertinent de ce qu'on peut voir des fois sur ChatGPT, où des fois, les visuels, on a des mots qui ne sont pas corrects, ou il manque des choses. Là, on est vraiment, c'est bien en langue française. Je trouve les visuels, ils sont assez percutants. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que peut-être toi qui fais aussi. Moi, la conclusion de cet exemple-là, c'est que plutôt que de passer 10 heures à faire des slides et 2 heures à réfléchir finalement sur le fond, mon Dieu, on a vraiment le temps d'être très précis et d'aller très loin sur les messages qu'on veut faire passer. Et finalement, la mise en forme, elle se fait pour nous en quelques minutes. Et c'est là où je pense qu'on devient beaucoup plus pertinent dans nos messages. C'est ça, des fois, pour tout ce qui va être tourné autour des tâches très administratives, des sujets de mise en format aussi, et voilà. Et nous, après, on peut se concentrer sur le fond. Mais bien sûr. Et franchement, ça, c'est top. C'est un gain de temps énorme. Bon, ça, on vous le poussera si ça vous dit, dans ce qui va être généré. En tout cas, c'est une formation assez basique. Et deuxième chose que je lui ai demandé, du coup, dans Notebook LM, parce que du coup, là, je lui avais demandé de me faire la présentation. Et la deuxième chose que je lui ai demandé, j'ai cliqué sur quiz, de me créer un quiz autour de la formation. Et donc, il m'a créé un quiz, du coup, en format interactif pour, du coup, faire la validation des acquis. Et donc, les gens, ils peuvent se connecter sur le quiz, répondre au quiz, et après, on a le résultat final et dire, OK, on a validé les acquis. Donc, après, on s'approprie aussi le sujet. Non, mais franchement, c'est magique. Tous les jours, ça change. C'est pour ça qu'il faut faire. Alors, nous, on fait beaucoup de veille. Moi, dans mon activité, je fais beaucoup de veille, du coup, autour de ça. Mais voilà. Donc, voilà, on a présenté les 5 cas pratiques. On a tenu l'heure. Et juste pour conclure, peut-être s'il fallait retenir quelques messages, en fait, l'idée de continuer à itérer, faire des travaux en boucle et de rechallenger les différents outils qui peuvent être pertinents en fonction de ce qui est validé dans votre entreprise, je trouve que c'est génial. Donc, continuez ça, capitalisez dessus. Utilisez l'IA comme un coach, un assistant, un formateur, quelqu'un qui va venir vous challenger aussi dans votre quotidien avec des sources de données plus pertinentes. Voilà, j'ai mis en exemple, des fois, l'AMI Transport, ils ont mis une brique IA, peut-être des fois sur des sujets très techniques d'expertise juridique ou réglementaire ou d'expertise supply, c'est peut-être pertinent d'aller sur ce type de base de données. Ayez un regard critique et vérifier les résultats générés. Voilà, chaque personne dans son domaine va être expert. Donc, Virginie va être experte sur la partie supply chain. Tout ce qui va être généré par l'IA pour les sujets supply, c'est son regard d'expert. Ce qui va être généré pour des sujets juridiques, c'est le juriste de l'équipe, le responsable juridique qui va avoir son regard d'expert. Donc, voilà pour la séquence. Est-ce qu'on a encore 2-3 questions, peut-être, Agnieszka, pour terminer? Alors, non, je ne vois pas de questions. Je vois juste une demande, je crois, de partage d'enregistrement. Évidemment, ça sert à partager aussi bien l'enregistrement que la présentation qui était faite, magnifique présentation qui était faite par Virginie et Amel. Et merci infiniment à toutes les deux pour ces partages extrêmement intéressants, extrêmement puissants et surtout très concrets, terrain à terrain. Ce que moi j'en retiens, que les outils sont absolument fabuleux, extraordinaires, qui
peuvent nous aider dans notre travail au quotidien, mais il faut savoir les utiliser. Je pense qu'il ne faut surtout pas penser que je fais un prompt simple et attendre des miracles parce que ça ne viendra pas. Il faut de la patience et avec la patience et la pratique, ça deviendra tellement naturel qu'on ne réfléchira même plus. Et aussi la richesse des outils. Merci beaucoup de nous avoir montré des outils un peu de legal design. Moi, je notais, comment s'appelle ce outil? J'ai imprimé aussi le napkin. Il y a aussi l'outil Notebook LM qui est aussi fabuleux, extrêmement puissant. Donc, le conseil que j'aimerais donner à nous tous, à moi-même également, parce que grâce à vous, j'en découvre également, j'en découvre tous les jours, c'est de les tester. Ouais, c'est ça, testez, formez-vous. Nous, dans le cadre de notre activité, on teste tout ce type d'outils, donc n'hésitez pas si un jour vous voulez échanger, mais avec grand plaisir. Nous, c'est des choses qu'on fait avec passion aussi dans le partage. On en parle beaucoup aussi sur notre blog, sur notre marketplace, donc surtout, n'hésitez pas. Et enfin, ouais, c'est ça. Formez-vous au prompting et utilisez. Je pense que c'est ça qui fera l'avenir pour éviter de se faire dépasser par cette technologie. Oui, oui, vous avez raison d'avoir insisté sur ce point. Ce n'est pas vraiment l'extension des métiers des juristes d'entreprise parce que ça nous fait peur parfois au vu de ces outils qui sont extrêmement puissants. Moi, j'ai vu récemment un outil qui analyse les contrats. Et si le travail d'un juriste consiste à 70% à revoir les contrats, on peut légitimement s'interroger sur l'avenir de notre métier. Mais je pense qu'effectivement, il y aura un changement de paradigme. Et comme il y a 15 ans, on demandait est-ce que vous savez utiliser Windows, voilà, Word, annoter les informations sur Word. Voilà, c'était extrêmement important. Même aujourd'hui, on vous demandera si vous savez utiliser les outils l'IA dans votre travail. Et je pense que c'est ça l'axe de notre formation. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois infiniment pour cette présentation riche et enrichissante. J'espère qu'elle a apporté à tout le monde des éléments de réflexion et aussi a convaincu peut-être technosceptiques à l'utiliser. Merci également à tous les participants. Je vois qu'il n'y a pas de questions, mais beaucoup de remerciements. Merci beaucoup à tous les participants de se joindre à nous pendant cette heure. Je pense qu'on peut clôturer la réunion. Je vous souhaite à vous tous un bon après-midi avec quelques heures d'avance, un excellent week-end et à bientôt pour d'autres événements de la commission. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.